en charge des partenariats internationaux à l'université. Je vais vous parler de l'Université de Strasbourg, mais plus généralement, je vais plutôt vous parler un peu, en utilisant mon expérience à l'Université de Strasbourg, de la problématique de la communication dans les universités, dans le contexte actuel européen et je dirais un peu international quand même. Pour préparer mon intervention, j'ai pris votre programme qui, de ce point de vue-là, il m'a paru tout à fait pertinent en termes d'approche. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'Europe et de l'ESR, et puis ensuite de comment les universités peuvent s'intégrer là-dedans et on regarde leur mission et des messages qu'elles ont à diffuser. Donc, tout d'abord, on assiste en ce moment à une modification, à des modifications assez significatives de l'enseignement supérieur européen. Je pense que vous en êtes tous conscients, on y est tous confrontés à des rythmes qui sont pas forcément ceux auxquels on était habitué, et où on a les capacités de réaction. Mais en même temps, on est obligé de faire face et on a une communication qui doit s'adapter à tout ce qui nous arrive, alors du point de vue international, du point de vue européen et bien sûr du point de vue national. Les politiques de l'UE aujourd'hui sont des politiques qui structurent notre action et donc qui doivent structurer notre communication. Donc un premier message, c'est qu'il faut lire, qu'il faut se connecter sur les sites de l'Union européenne. C'est compliqué, c'est de trouver les infos, mais il y a beaucoup de choses. Et en particulier, vous savez qu'on est en période de discussion du futur budget européen, que les États sont actifs, le nôtre en particulier, mais tout un tas d'autres, et qu'il y a un certain nombre de questions très importantes pour l'avenir des universités qui sont en train de se jouer dans ces discussions à tous les niveaux. Vous avez sans doute entendu parler des rapports Draghi et l'État qui donnent une impulsion très forte sur le futur de la politique européenne en matière économique, en matière de défense, mais aussi en matière de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation. Ce qui nous concerne plus en ce moment, c'est ce qui vient de notre commissaire Roberta Minazzu sur la formation et en particulier une grosse action sur la mission des universités de créer, de développer les compétences nécessaires à l'Union européenne dans les prochaines années. Donc, Union of Skills, c'est l'intitulé d'un des rapports qui a été produit récemment. Et c'est quelque chose qui doit guider, qui va guider le financement en particulier de la Commission vis-à-vis des universités par le biais d'Erasmus+, mais c'est une ambition qui dépasse largement la formation, qui va aussi vers la recherche, vers l'innovation, avec sans doute des outils de financement qui ne dépendront pas seulement d'Erasmus et d'Horizon, mais également de tout ce qui concerne les enveloppes consacrées à l'innovation. Alors, ce qui a sans doute le plus bousculé les politiques des universités au niveau de l'action européenne, c'est l'initiative des universités européennes, des alliances d'universités. Donc, je vous rappelle, c'est suite au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017 qu'en un an, la Commission a mis en place un appel à projet pour la création d'universités européennes. Alors, université européenne, sujet intéressant, alliance d'universités européennes. En fait, il y a plein de modèles qui se sont proposés et qui ont été soutenus. Donc, on peut en distinguer principalement trois. Le premier modèle, qui est un modèle intégratif de réellement université européenne, qui va associer, par exemple, des universités thématiques dans un domaine, la technologie, par exemple, et là, des structures qui existaient pour avoir une visibilité internationale vont souhaiter s'intégrer au maximum pour avoir une marque européenne. Euh, à un niveau intermédiaire, on va trouver des universités qui ont des thématiques sur lesquelles elles veulent se recentrer et être présents à l'échelle européenne et internationale. Donc là, c'est plutôt dans des schémas de construction. Les thématiques ne sont pas forcément tout à fait là, mais c'est un schéma de construction et qui a vocation à s'intégrer progressivement.
Et puis, le dernier modèle, qui est celui qui a été choisi par un certain nombre de grandes universités, qui est un modèle plutôt fédératif, où évidemment, chaque établissement n'a pas envie de perdre son identité. Quand on est université de Strasbourg, on n'a pas envie de devenir université d'autre chose. Mais c'est pareil pour Amsterdam, qui est dans notre alliance, et c'est pareil pour un certain nombre de grandes universités. Cependant, la question de la fédération est un sujet, parce que, je ne vais pas en dire beaucoup, mais fédérer des universités qui ont des cultures très différentes, eh bien, c'est quelque chose de compliqué. Et par exemple, fédérer la communication de ces 9 universités, y compris sur un même sujet, c'est pas forcément toujours facile. Et Chantal, qui va intervenir un peu plus tard, pourra vous en dire quelques mots. Mais je reviens sur cette question de la structuration. Clairement, on est dans une échelle de temps où l'Union européenne bouscule les agendas des établissements et des États. Vous avez entendu parler également du diplôme européen. Donc, ça a été l'une des priorités annoncées par la nouvelle présidente de la Commission. On y travaille. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase on va définir 3 étapes. L'étape de diplôme, ça sera l'étape numéro 3. Mais avant, on va travailler sur le label européen. Mais vous voyez que ce sont des sujets qui arrivent d'en haut et qui ont la particularité de ne pas être tout à fait stabilisés. Du coup, une communication qui est compliquée, parce qu'on communique quoi, sur quoi et comment. Euh, cette, euh, cette structuration, elle est à l'échelle européenne, mais on est aussi dans une Europe qui est plus large. Évidemment, l'ensemble de nos établissements ont des relations avec nos amis britanniques, avec nos amis suisses. C'est le cas à Strasbourg. Et donc, on a des voisins qui sont à la fois des partenaires, mais qui sont aussi des compétiteurs. Donc, toutes ces modifications au niveau dans l'organisation de l'enseignement supérieur européen nous impactent. De la même manière, on a des dynamiques de coopération qui se sont accélérées. Je vais prendre un autre exemple. Vous connaissez un certain nombre de réseaux, comme l'Association européenne des universités, Coimbra, mais aussi au niveau national, France Université, UDIS, là encore. Il y a quand même de temps en temps des petites différences d'approche sur certains sujets. La LERU, la Ligue européenne des universités de recherche, dans laquelle nous sommes. Les dynamiques de tous ces réseaux se sont aussi associées aux dynamiques de transformation de l'Union. Et donc, voilà, encore des éléments qui structurent, mais aussi qui brouillent. Qui structurent parce que si on prend la question de l'inclusion, eh bien, il y a un rapport très intéressant, des travaux très intéressants qui ont été faits dans le cadre de la LERU, par exemple. Les travaux sont publics, donc on peut y avoir accès. Il y a tout un tas de réseaux qui produisent des éléments qui sont utiles pour nos établissements, utiles pour la gouvernance, mais également utiles pour la communication. Alors face à ça, on a en plus un certain nombre de grands défis qui font l'objet, comment dire, secouent nos établissements dans leur organisation et dans leur stratégie. Donc, je vous parle du défi climatique, mais la crise géopolitique, on est en train de parler de l'accueil des étudiants américains, mais on travaille aussi sur l'accueil des étudiants ukrainiens, et puis l'accueil des étudiants de Gaza. Toutes ces crises géopolitiques nous affectent, et je reprends Gaza, communiquer sur Gaza aujourd'hui, c'est un gros sujet. Euh, et donc, nous avons, de ce point de vue-là, un certain nombre de questions qui nous sont posées alors qu'on n'a pas forcément, on n'y a pas forcément réfléchi. Et tant au niveau des gouvernances que des organisations internes, on n'est pas forcément prêt à réagir rapidement et de manière pertinente en ayant en plus, dans un certain nombre de cas, l'obligation d'en référer à nos États. Si on prend une position si on veut se positionner sur un sujet qui relève de la politique extérieure de la France, bien évidemment, il y a quand même des échanges à avoir avec, par exemple, le ministère des Affaires étrangères. Autre défi très important, c'est le fait que les faits, les données scientifiques, l'état de la connaissance s'appuyant sur des principes scientifiques sont devenus des enjeux de pouvoir, voire des enjeux d'existence. Et qu'en plus, ils sont niés par un certain nombre de décideurs politiques. Et quand on va avoir une expression publique, eh bien, on se met en situation de devoir assumer les conséquences de ces positions.
D'où l'importance d'un alignement très proche d'une communication avec les politiques d'établissement et avec les politiques des gouvernances. Troisième élément, c'est on est dans une phase de mutation. Nos mutations, on est confronté à une multitude de mutations et, comme je le disais, qui sont pas forcément prévues à un rythme qui semble s'accélérer et on n'a pas forcément été organisé pour faire face à tout ça. Donc, on a un court terme également des politiques nationales, européennes, et à côté de ça, on est confronté au long terme de la relation au savoir et de l'avancée de la science. Et ça, c'est une contradiction que l'on doit vivre dans nos universités. Il est très important qu'on maintienne notre action de long terme sur le savoir et notre action de long terme sur ce qu'est la science et comment elle avance. Une recherche fondamentale, une première recherche fondamentale, ça demande souvent qu'on en mesure toutes les retombées potentielles et qu'on précise sa portée effective. Et donc, vouloir tout de suite communiquer sur une première, c'est toujours un peu risqué. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que c'est ce qui montre à la société que l'université est utile, que l'université apporte des éléments de compréhension. Je reviens sur l'Europe, c'est que nous travaillons de plus en plus ensemble avec des partenaires de différents pays, de tous les pays européens. Il y en a 27. Quand on pratique dans le cadre d'une alliance, on s'aperçoit de ce que ça veut dire le choc des cultures. On peut être d'accord sur une chose, mais sur la manière de la mettre en œuvre, ça va être quand même de temps en temps un petit peu compliqué. Donc l'Europe est multiculturelle et c'est pas parce qu'on a une langue d'échange, l'anglais, qu'on va mieux se comprendre. L'anglais, c'est souvent un outil d'incompréhension et pourtant c'est indispensable. Donc la première chose que je dirais sur la question de notre insertion dans l'Europe, c'est que quand même on devrait avoir des documents qui sont systématiquement dans une autre langue que la nôtre, dans une langue de communication, l'anglais, en essayant justement d'avoir un message qui est vraiment affiné en anglais pour que ça ne soit pas une source d'incompréhension. Et puis, la différence de culture, c'est aussi une différence dans nos modes d'organisation. Une université en France n'est pas du tout organisée comme une université aux Pays-Bas ou même en Allemagne, de l'autre côté de la frontière. On fait 50 km et on s'aperçoit que Freiburg et Strasbourg, c'est pas pareil. Et les modes de décision ne sont pas les mêmes. Les modes de gestion ne sont pas les mêmes. Les modes de communication ne sont pas les mêmes. Donc, quand on veut communiquer ensemble, évidemment, eh bien, ça suppose d'avoir parlé et d'être tombé d'accord sur un certain nombre de principes et de modalités. On a des histoires académiques différentes dans les universités d'Europe. Il y a des politiques qui sont différentes, évidemment, mais il y a des relations aux institutions qui sont très différentes. Et ça conditionne évidemment les modalités de communication. Quand on parle au nom d'une université, on parle bien sûr au nom de son président et de sa gouvernance, mais on parle aussi au nom de son État. Alors, si c'est l'Allemagne, son État, le Bade-Württemberg, mais aussi l'État allemand. Et pour eux déjà, ça c'est compliqué. Ce fédéralisme allemand fait que la communication, de temps en temps, elle est plus, comment dire, retenue. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui doivent être intégrées dans nos approches de la communication. J'ai envie de dire également que dans cette période, on n'est pas seulement dans une phase d'européanisation de nos établissements, mais d'internationalisation de manière plus générale. On ne peut pas parler d'Europe si on ne positionne pas l'Europe dans le reste du monde. Et il est très important d'avoir cette réflexion. Qu'est-ce que l'Europe m'apporte dans mon action internationale et qu'est-ce que l'international va m'apporter dans ma démarche au niveau européen. Autre élément important, c'est la question des classements internationaux. La communication aujourd'hui, pour nos universités, c'est souvent un moyen de se positionner par rapport au reste du monde, au reste des universités, aux autres universités françaises, européennes. Et tout ça, c'est basé sur des classements. Et là-dessus, quand vous regardez, honnêtement, les classements sont assez perturbants parce que
on va trouver des résultats qui peuvent être différents d'un classement à l'autre. Et surtout, on s'aperçoit que l'évolution dans le temps n'est pas forcément cohérente. Ça s'explique souvent par des modalités différentes de classement. Un même classement, je prends l'exemple du classement de Shanghai, j'ai eu la chance d'être à la tête de la fac de chimie. Eh bien, le classement, on s'est retrouvé la première fois qu'il y a eu un classement par discipline à la 14e place mondiale à Strasbourg. À la fin de mon deuxième mandat, on était à la 45e place. Je ne vous dis pas le bilan d'une action en tant que doyen. Pourtant, on a eu un prix Nobel pendant le premier mandat, un prix Nobel pendant le deuxième mandat. Simplement, nos amis chinois, qui sont très attachés au classement, et le classement de Shanghai, c'est eux qui le font, eh bien, le poids pondéré du nombre de Nobel dans un établissement a diminué de manière drastique. Comme on en a un certain nombre, 7 en chimie à Strasbourg, eh bien, à partir du moment où vous faites baisser ce poids, eh bien, vous dégringolez dans les classements. Donc, les classements sont importants, mais enfin, ils doivent être pris avec un certain nombre de précautions et on doit être, en tout cas, très attentif à la communication qu'on peut faire là-dessus. Alors, je voudrais revenir sur autre chose, c'est que la communication, elle est aussi liée à un mode de gouvernance, à une gouvernance et à un mode de gouvernance. Donc, on est dans une période où l'autonomie des établissements est d'un côté de plus en plus forte ou annoncée comme telle, et d'un autre côté soumise à un certain nombre de contraintes qui vont faire que cette balance entre autonomie et impact de l'action publique peuvent brouiller le message et en tout cas nous lier un peu les mains quand on va vouloir communiquer. À ce propos, je vous invite à lire un document qui a été publié par Jean-François Mauduit sur la diplomatie scientifique, document que vous pourrez trouver sur le site de la Commission. Je voudrais revenir après sur aborder la question qui était dans votre programme, l'université comme transmission et incarnation des valeurs de l'Europe, en attirant votre attention sur ce que sont les valeurs de l'Europe. On a eu, c'était à Barcelone, lors de la deuxième réunion des alliances universitaires européennes, un collègue de sciences humaines qui a attiré notre attention sur le risque, la manière dont est perçue la notion de valeur européenne pour les non-européens. Ça peut avoir un effet d'exclusion et ça peut introduire une opposition culturelle entre universités européennes et non européennes. Ce qui est plus important, c'est la dimension universelle des valeurs que nous portons, et je dirais dans les universités, et pas seulement dans les universités européennes. Quand vous voyez aujourd'hui un certain nombre d'actions qui sont menées par des universités des quatre coins du monde, eh bien, on peut tout à fait se retrouver sur des valeurs universelles qui sont aujourd'hui revendiquées en Europe comme valeurs européennes, mais qui sont bien au-delà des valeurs européennes. Des valeurs de rationalité de discours et d'analyse critique, de principes et de théories. Elles sont questionnées partout et une connaissance ouverte et en perpétuelle évolution, ce sont des valeurs qui sont, je dirais, plus universelles ou aussi universelles qu'européennes. Les valeurs démocratiques de l'Europe sont également une expression de ces valeurs universelles. Et en cela, les organisations internationales qui les ont codifiées et qui les promeuvent sont internationales. Donc, quand on parle de valeurs européennes, on peut aussi évidemment s'appuyer sur des valeurs qui sont internationales. La Cour européenne des droits de l'homme, si on regarde les États qui y sont associés, eh bien, il y a des États qui ne sont pas aujourd'hui évidemment dans l'Union. Nous avons sans doute à travailler et à nous appuyer sur ces organisations, et donc le lien entre ces organisations et les universités sont sans doute pas assez reconnus et pas assez mis en valeur. C'est un élément sans doute sur lequel on devrait communiquer un peu plus. À Strasbourg, comme on vous l'a dit, on entretient des relations privilégiées avec le Conseil de l'Europe, mais aussi avec la Cour européenne des droits de l'homme et avec le Parlement européen. Je citerai deux, trois éléments. L'Assemblée européenne des étudiants, auquel on a participé. L'accueil de recteurs ukrainiens, c'était en décembre dernier, avec une vice-présidente du Parlement européen, mais également un certain nombre d'autres actions
comme l'accueil de représentants des universités européennes avec la vice-présidente de la Commission. Je m'aperçois que je suis un peu long, donc je voudrais peut-être revenir sur les alliances européennes. Alors, j'ai déjà parlé de ces alliances qui ont été créées en 2019, 2018. Aujourd'hui, il y en a 60 de ces alliances. Vous êtes sans doute, certains d'entre vous sont sans doute des communicants de ces alliances, et vous savez que ces alliances se sont organisées en réseau. Elles ont été poussées par la Commission. Il y a eu d'ailleurs un appel européen pour que les alliances créent un réseau des alliances. Et ce réseau des alliances, c'est un puissant outil de communication aussi. C'est un réseau qui maintenant est reconnu à l'échelle de la Commission et qui compte, peut-être pas autant que la LERU, mais quand même, ou que l'Union, que l'association des universités européennes, mais c'est un réseau qui est vraiment très important et pour lequel je vous invite à participer et en particulier à faire entendre la voix des universités françaises, car un message porté par le réseau des alliances a toute chance d'être entendu auprès de la Commission. Et il y a quand même des voix discordantes. Il est important, dans ce contexte, que nous fassions entendre les positions françaises dans ce contexte. Alors, un autre élément dans ces alliances, c'est le fait que le lien formation-recherche n'a pas forcément été correctement adressé dans les appels à projets et que c'est pour nous un problème, c'est un sujet. C'est d'ailleurs un sujet, il ne faut pas s'en cacher, c'est aussi un sujet au niveau des politiques nationales où le lien formation-recherche, on parle trop souvent d'un côté de formation, d'un côté de recherche, et dans ces conditions, la communication sur le sujet, elle est compliquée, mais c'est un point d'attention qu'il est vraiment important d'avoir. Alors, je voudrais tout de suite plutôt passer rapidement à la question de comment concrètement intégrer l'Europe dans nos stratégies de communication. Alors, la première chose, je pense, c'est que on doit avoir des cibles qui sont priorisées au regard des stratégies des établissements et de leurs composantes. Il est très important que la communication s'appuie, ça a été dit tout à l'heure par Valérie, mais la communication, elle doit évidemment s'appuyer sur les stratégies d'établissement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des stratégies d'établissement. On ne peut pas communiquer si on n'a pas un message précis à faire passer, mais aujourd'hui, dans le bruit ambiant, si on n'est pas clair et pertinent, eh bien, la communication se noie dans le bruit ambiant. Donc, c'est très, très important d'avoir une communication qui est à la fois ciblée, mais qui s'appuie sur ce que chaque établissement a envie de faire, de mettre en avant. Donc, il faut une stratégie, il faut un plan d'action, il faut des messages qui sont pensés par la gouvernance, par les composantes, mais qui sont clairs et qui se positionnent à l'échelle européenne. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions européennes qui sont menées dans les établissements. Ces actions, évidemment, elles doivent être mises en avant. Il y a besoin de les rendre visibles à l'extérieur, au niveau français, mais également au niveau européen. Et on ne construit pas le même message si on doit l'adresser à un public français ou si on doit l'adresser à un public d'académiques européens. Ce n'est pas le même. Ça ne sera pas le même si c'est des institutionnels. Nous, on est dans le réseau EUCOR. Si on veut s'adresser aux politiques du Bade-Württemberg, ce n'est pas les mêmes messages qu'on va adresser, y compris à nos politiques locaux. En Alsace, nos interlocuteurs, on en a 3, 4. La ville, l'Eurométropole, la Communauté européenne d'Alsace et la région. De l'autre côté, un seul. Comment, évidemment, on ne va pas communiquer. Le même message devra être adapté en fonction des publics. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, on peut essayer d'avoir un message le plus synthétique possible, mais attention, de temps en temps, quand on réduit le message, on perd aussi du sens. Un élément qui me paraît tout à fait indispensable, c'est que on oublie souvent la communication interne.
Si on veut être présent à l'européen, il faut bien sûr qu'une gouvernance ait défini une stratégie et des actions, mais il faut aussi que ces actions s'appuient sur des acteurs. Et on a du mal aujourd'hui, dans cette période de multiples transformations, à solliciter nos collègues pour qu'ils se concentrent sur des actions qui vont être des actions européennes. Et donc ça, c'est un message qui est important, il me semble. La communication interne doit être également un sujet très important. Et l'équilibre entre communication interne et communication externe doit être pensé. À mon sens, aujourd'hui, il est, pas, il est déséquilibré. Et je ne dis pas ça pour une seule université, c'est quelque chose que je vois dans un certain nombre d'universités. Donc, vis-à-vis de l'interne, de la même manière, le message, il doit être clair, il doit être mobilisant, il doit mettre en avant les avantages de s'impliquer dans des actions européennes. Donc c'est un élément très important. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, mais si on veut mobiliser nos collègues, il faut leur faire comprendre, il faut être capable de montrer tous les avantages qu'ils vont avoir à s'engager dans une action européenne. Et il faut communiquer sur l'ensemble des moments. Le temps avant, on parlait de l'ERC, évidemment, il faut communiquer avant. Mais communiquer, c'est pas juste transmettre l'appel à projet. C'est vraiment montrer à nos collègues en quoi la préparation d'un projet dans l'appel à projet est un élément qui va leur servir, qui va servir à leurs composantes, qui va servir à leur laboratoire, qui va servir à l'université. Et puis, une fois qu'ils sont sélectionnés, c'est important de les valoriser. Et une fois qu'ils ont fini, c'est important de valoriser le travail fait. Donc voilà, c'est quelque chose de très important à l'interne, de pouvoir être à la hauteur des enjeux que l'établissement et que la stratégie d'établissement a essayé d'adresser. Donc pour terminer, je dirais que, pour reprendre une phrase que vous connaissez, l'Europe est notre maison commune. Et évidemment, elle doit être intégrée à toutes nos réflexions et surtout à l'élaboration de notre stratégie. C'est en ayant élaboré une stratégie qui est orientée vers l'Europe qu'ensuite on va être capable de définir ensemble des plans d'action, qui soient des plans d'action au niveau de la gouvernance, des composantes, mais aussi des services de communication. Et je vous remercie de votre attention.